Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde. Salut Rachel, Bonjour. salut Joël. Bonjour Pascal. Vous allez bien les deux? Très bien, merci. C'est bien. Super. Merci d'être là Rachel. Donc on est moi-même Pascal avec Joël Dunoyer de la revue Intermédiaire pour le podcast Perspective de médiation. Et puis on va parler aujourd'hui de ton livre Alchimie du lien. Donc toi Rachel, tu es avocate. Enfin, je ne sais pas si tu es encore, mais tu as été avocate. Tu nous diras tout à l'heure. Toujours. Toujours? Ah, tu pratiques toujours? Tu pratiques toujours, hein? Ok. Toujours. Et aussi, Oui. et aussi médiatrice, et puis que tu as fait une formation de psychanalyste symbolique. Et donc, ton ouvrage, c'est un témoignage personnel et une sorte de guide de réflexion sur la gestion des conflits. L'objectif, ce que j'ai vu dans ton livre, c'est d'enrichir le parcours des médiateurs d'une connaissance analytique. Et puis, ça se nourrit donc justement de la psychanalyse et de l'analyse des rêves. Voilà. Je crois que tout est posé. C'est tout un programme pour cette émission aujourd'hui. Puis, on se réjouit de t'avoir avec nous. Ben, merci, je suis ravie d'être avec vous et je vous remercie de m'accorder ce temps pour parler de ce qui compte vraiment pour moi. Voilà. Depuis plus de 10 ans maintenant. L'analyse de la psychanalyse, tu dis, depuis 10 ans? Oui, ben, disons que j'ai découvert la psychanalyse en m'intéressant à mes propres rêves. Ça a commencé comme ça. Et généralement, c'est comme ça qu'on arrive à la psychologie ou à la psychanalyse. C'est quand on entame un travail personnel. Et c'est vrai que les rêves ont eu tendance à taper à la porte fort à un moment donné de ma vie. Et j'ai pas pu faire autrement que de m'y intéresser. Voilà, tout simplement. C'est bon. Tu parles d'une rencontre justement dans le livre qui a changé ta vie. Alors raconte-nous Oui. un petit peu comment tu passais justement d'avocate à médiateur, médiatrice. Alors, d'abord, faut comprendre le contexte. C'est que je ne suis pas devenue avocate dans un contexte volontaire. C'était pas ma vocation d'origine puisque j'étais avouée à l'origine. Et c'est par la transformation des lois en France, mais bon, ça tout le monde ne le sait pas forcément, puisque Pascal est en Suisse, il ne le sait peut-être pas. Effectivement, les avoués ont été supprimés et on a fusionné en fait nos compétences avec les avocats. Et c'était un métier qui me protégeait en réalité du contact avec la réalité des dossiers, puisque j'étais dans la dimension processuelle, on va dire. Et donc j'étais dans le cadre, ce qui me convenait très bien pour la jeune femme que j'étais, très émotive en réalité. Et donc, pour vous donner une anecdote, la première fois que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à travailler dans une étude d'avoué, et ma patronne m'a fait recevoir quelqu'un. Cette femme m'a raconté sa vie pendant 4 heures. J'étais incapable de la faire sortir du bureau. C'est la patronne qui est venue qui l'a mise dehors. Donc c'est pour dire à quel point déjà les gens aimaient me parler, mais moi je n'avais pas les outils, voilà, manifestement pour accueillir toute cette parole hein, qui était importante pour elle, mais moi je ne savais pas quoi en faire à ce moment-là. Donc c'est comme ça, c'est dans ces circonstances qu'en 2012, j'ai dû faire le choix, un peu forcé, de remplir toute la mission, de l'avocat finalement, puisque je n'étais que sur la procédure. Et à cette occasion, j'ai donc, dû me confronter à mes peurs, en fait, parce que j'avais peur de rencontrer les gens dans
difficulté. Donc c'était sur papier, c'était très bien, c'était facile. Et à cette occasion, j'ai eu la chance en fait de rencontrer, notamment, maître Gattiglio, qui était à l'origine de la création du centre de médiation à Aix-Med, il y a plus de 20 ans maintenant et avec d'autres confrères. Donc c'était vraiment des pionniers sur Aix-en-Provence et elle m'a dit: «Il faut que tu fasses de la médiation, toi tu es faite pour ça» et c'est comme ça que j'ai intégré l'IHEMN et que j'ai été formée. Et là, je n'avais pas du tout pris la mesure de ce qui allait se passer en moi, en réalité. Et c'est là que ce travail, alchimique, personnel, s'est mis à l'œuvre. C'était en étant confrontée, aux dimensions interrelationnelles des conflits et donc à la dimension humaine que mes mécanismes intérieurs se sont manifestés. Voilà. Mmh. Et c'est pour les gérer que, je me suis intéressée à mes rêves qui ont commencé à affluer, en nombre. Mmh. Voilà. Ah, ça veut dire, en fait, tu as fait un travail sur toi, puis c'est ça qui a généré les rêves ou la Non, conscience c'est des rêves, le fait c'est-à-dire que ah, c'est la nécessité d'un travail sur moi pour faire face à cette activité, aux besoins de cette activité, à ce que chaque médiation faisait remonter en moi, chaque contact avec un client faisait remonter en moi. Parce que ça bouscule quand vous avez, je vous donne un exemple, un homme qui a l'âge de votre père et qui veut divorcer. Ça bouscule. mmh Mmh. Voyez? Émotionnellement. Ça mh. vous n'êtes pas neutre. Donc qu'est-ce qui se passait dans cet entretien? Vous voyez? Donc et là, je n'étais qu'avocat, je n'étais pas médiateur. Cette femme qui est battue par son mari et qui veut pourtant que ses enfants continuent à le voir. On fait comment? Comment on gère toute cette violence? Cette violence ordinaire, hein? Parce que, les gens sont pas j'ai encore la conviction que les gens ne sont pas mauvais au fond. Voilà. Ah, Ils sont je suis convaincu, ouais. enchevêtrés, voilà, ils sont enchevêtrés dans des mécanismes et je crois que c'est très important pour le médiateur qui est confronté à cette réalité, au quotidien déjà d'avoir travaillé sur sa manière à lui de réagir, et chemin faisant, on comprend la place des émotions. En fait, on comprend que, on est toujours brassé par quelque chose et qu'il se passe quelque chose en direct quand on est dans la relation. Voilà et donc voilà, depuis 2012, je suis, dans ce travail personnel, voilà. Dans ce que tu racontes, en fait, Rachel, bah, tout médiateur, en fait, est confronté justement à C'est ses pour propres ça. peurs, à ses propres failles aussi et on a, en fait, cette, comment dire? Pour être professionnel, en fait, il faut faire face justement et comment faire les émotions des autres, justement, Oui, nos propres émotions, on n'arrive pas, en fait, à les lire ni à les accueillir et donc voilà. vous avez mis le doigt vraiment sur, cette, qui peut être une fragilité, mais qui peut se transformer aussi en force et pour vous, comment justement ça peut se transformer en force et comment le médiateur peut l'utiliser? Alors déjà, faut l'accueillir comme quelque chose de naturel. L'émotion, c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas la juger. Elle est là et elle a besoin d'être là et d'être déposée. À partir du moment où elle a reçu sa place et c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite donné beaucoup d'importance aux entretiens individuels pour savoir un petit Mmh. peu, justement où en sont les gens, quand ils arrivent. Parce que, l'entrée en médiation n'est pas neutre. La personne, elle a une intention, elle veut sortir de la difficulté, mais elle ne mesure pas les racines, en fait, de ce qui est en train de se jouer. Et en discutant, je dis pas qu'on va, mettre, la personne sur un chemin définitif, en 1 heure de conversation. Mais en tous les cas, on va commencer à lui montrer que vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, ce qui est sous l'eau là, l'iceberg. Voilà, ben, on commence à y aller doucement, et c'est très important parce que déjà là, elle se dépositionne. Elle se rend compte que, elle n'est pas venue, neutre. Elle n'est pas venue juste avec une intention. Voilà. Mmh. Mmh. Elle est venue avec une charge émotionnelle qu'il lui faut déposer là, maintenant, pour que derrière, les mots soient justes, puissent être entendus. Parce que par contre, on le sait, heu, quelqu'un qui arrive et qui est pétri de colère, si sa colère n'est pas retombée,
qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça que j'explique, parce qu'il ne faut pas juger. En face, c'est un mode de défense qui va se dresser. Mmh. Voilà. Donc c'est terminé. Et un mode de défense, si on comprend bien ce que c'est, on comprend qu'on ne peut rien. On ne peut pas dire à quelqu'un, mais enfin, soyez raisonnable, c'est normal, ce qu'elle vous dit là, c'est normal. Non, un mode de défense, une fois qu'il est dressé, il est venu de l'inconscient protéger quelque chose. Mmh. Hein. Mmh. Donc, ce travail-là, si on ne l'a pas fait soi-même, un temps soit peu, on n'en comprend pas la force, on n'en comprend pas la puissance. Mmh. Hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire comme l'avocat qui utilise les codes pour se défendre. C'est pas ça. Un mode de défense inconscient, il est inconscient. C'est-à-dire qu'il se dresse à un moment donné que la personne ignore. Elle ne peut pas savoir qu'elle va réagir comme ça. C'est impossible. Donc, Rachel, si quelqu'un vient te voir en tant qu'avocate et tu constates ce genre de phénomène, tu fais quoi? Tu utilises tes compétences psychanalyse pour rester l'avocate ou tu changes, tu Alors, dis: «Écoutez, madame, monsieur, on va partir sur un autre registre»? alors, ce qui est très très important quand je reçois la personne, c'est déjà d'accueillir totalement son récit dans son intégralité, dans l'état où il est. Mmh. Donc là, effectivement, ma qualité d'écoute, je l'ai travaillée grâce à la psychanalyse symbolique. Donc, je vais effectivement utiliser notamment le langage symbolique, hein, parce que le langage symbolique permet de se mettre un petit peu en position méta. Et donc, on sort je dirais, cet embourbement dans lequel la personne peut se sentir et elle arrive à ce moment-là à parler et à exprimer mieux ce qu'elle ressent. Euh, Langage symbolique, tu peux donner 2-3 exemples Langage pour les symbolique, auditeurs? ben, je donne un exemple qui est dans le livre, c'est par exemple quelqu'un qui vous dit j'ai réagi très violemment, je le regrette, je sens bien que c'est disproportionné, mais je comprends pas. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça? Il dit ben, je sais pas, mais en fait, j'arrivais plus à me tenir debout. Elle le dit comme ça. Et là, vous comprenez bien que j'arrivais plus à me tenir debout, c'est pas juste un problème de posture physique. Elle est en train de parler de quelque chose de psychique. Et ça veut dire quoi, se tenir debout dans la vie? Vous voyez? Là, vous l'attirez vers autre chose. On sort j'ai besoin d'une béquille, par exemple, à en fait, j'ai besoin d'un axe. Mmh. J'ai besoin d'être en confiance dans la relation. Donc vous l'amenez vers les besoins, en fait, qui est derrière justement. Exactement. Mais pour y aller, il faut sortir de la première lecture, en fait. Mmh. Voilà. La lecture, qu'elle amène et qui est très factuelle, parce que, les besoins sont toujours cachés, en fait, derrière des circonstances et ces circonstances-là, de fait, peuvent empêcher, en fait, de comprendre, vraiment le besoin, profond et ce besoin, quand il est accueilli correctement, il permet de remettre les bons mots, en fait, sur la situation et Mmh. ça crée un mouvement. Voilà, c'est ce qu'on en cherche en médiation, hein. C'est de sortir de cette, situation figée pour remettre en mouvement et après ça suit son chemin. Voilà, c'est ce côté un peu de lâcher prise que nous devons tous cultiver. On ne sait jamais trop vers quoi ça va, mais voilà, le mouvement est amorcé. Donc ça veut dire avant d'entrer en médiation, selon le cas, il faudra d'abord faire ce travail de compréhension, d'approfondissement sur l'individu? Oui. Donc Enfin, moi, en tous les cas, parce que je suis civiliste, donc je fais beaucoup de familles en réalité. Donc les personnes qui se présentent, sont toujours chargées émotionnellement, hein. C'est toujours un moment de grande confusion, c'est, un moment de rupture, où il faut construire l'avenir, mais on n'a pas encore complètement fait table rase du passé. Donc on est vraiment dans un moment charnière et cette écoute m'aide beaucoup en tant qu'avocat. Donc après la personne, elle est capable de dire exactement ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, je lui demande après notre entretien de remettre par écrit elle-même. Elle fait un travail de récit. Parce que je veux être tout à la fois fidèle à ce qu'elle ressent et fidèle aux faits. Or, on le sait tous, les faits sont toujours une question l'évocation des faits sont toujours une question de point de vue.
Donc, si vous êtes là, vous ne voyez pas les faits de la même manière. Si vous êtes là, tout simplement. Donc c'est très, très important que la personne qui se présente soit capable de poser ce récit, voilà. Et que moi, en tant qu'avocat, je le respecte. En revanche, si la personne, elle se présente à moi en disant: «Moi, j'aimerais qu'on trouve une solution amiable», je la dirige vers un médiateur. Parce que je considère que la personne qui est rentrée dans mon cabinet, elle m'a choisi moi pour être défendue dans un processus. Mmh. En revanche, la médiation nécessite un médiateur. Si moi je suis formée à la médiation, bien sûr que je vais l'aider à comprendre ce qui se passe, l'aider à comprendre, la manière de travailler du médiateur, voilà, donc je suis un accompagnant expert, on va dire. Et c'est très important et je trouve que tous les avocats devraient développer à minima, en fait, une compétence, en médiation pour être au moins un bon accompagnant. Voilà. Mmh. Et être un bon accompagnant, c'est savoir écouter déjà son client. Mmh. Voilà. Donc heu, c'est ne pas cristalliser, le conflit là où il en est quand on le reçoit. Mmh. Voilà. Donc mon idée, c'est effectivement de sensibiliser les avocats et avocats médiateurs et médiateurs, heu, au besoin d'écouter profondément et de pas en avoir peur. Voilà, parce qu'il y a aussi après la peur du médiateur. Je l'ai traversée. D'ailleurs. Moi, je l'ai traversée la peur. Bah, pourquoi c'est pas vous qui l'avez vécu aussi, enfin, toi, Rachel, tu l'as vécu, tu as vécu cette expérience, on va dire et Je quel crois que je la continue. Je continue à la vivre. mmh mh. Simplement, je ne suis jamais neutre quand je rentre en médiation. Voilà, la neutralité est une gageure. C'est quelque chose qui est je vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ça oui, mais ça n'est pas être neutre. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Donc, je vais arriver avec une charge émotionnelle et chaque situation, chaque personne rencontrée va me confronter à d'abord ce que j'ai en moi en ce moment et c'est cette confrontation qui le fait sortir. Mais si j'ai travaillé suffisamment sur moi, je suis capable de le laisser de côté pour pas que la médiation en pâtisse. Mmh. Si je suis pas capable de laisser de côté, je dis: «On va prendre un rendez-vous». Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Voilà, mais il faut pas moi vraiment, ne pas avoir honte de le dire parce que je crois qu'on gagne en congruence, quand on est capable de dire, ce qu'on ressent et notre même incapacité à aller plus loin dans une médiation, là, on pousse au respect, je crois, Mmh. parce qu'on se respecte soi-même Mmh. et Dans le livre, tu parles beaucoup de Carl Gustav Jung. oui, ben oui, c'est lui qui m'a formée, oui, enfin, c'est Ouais, lui qui m'a formée. Ce sont ses élèves qui m'ont formée. c'est ça. Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est, donc tu dis, quelque chose de genre que selon, Carl Gustav Jung, la nature tout entière répond à des équilibres entre des forces opposées, un peu Oui, comme le yin et le yang. oui. Et puis après là, tu donnes des exemples, qui parlent de par exemple, des personas et l'ombre, qui parlent du moi anima, moi animus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette, Alors dichotomie? alors, c'est toute la notion d'archétype que Jung a mis, heu, en évidence, par des années de recherche, sur la voie des rêves. En fait, il ressort, quand on étudie les rêves, heu, que c'est comme une sorte de grand mythe qui se met à l'œuvre. C'est un scénario mythologique et donc quand je dis ça, c'est que en fait, il y a des racines qui vont au-delà de, notre quotidien ou de notre vie personnelle. On peut avoir dans les rêves des symboles qui viennent d'une culture, dont on ignore tout dans notre vie. Enfin, on croit en tous les cas tout ignorer. Inconscient donc? Voilà, c'est dans l'inconscient collectif. La notion d'inconscient collectif, c'est vraiment, Jung qui l'a développée en disant qu'en réalité, c'est comme, on va dire, vous imaginez, Google, hein, avec toutes les informations, depuis la nuit des temps de la vie des hommes. Voilà. Mmh. Tous les vécus sont dans cette grande mémoire collective et
cette mémoire collective est accessible par la voie du rêve, hein. En réalité, elle est aussi accessible par la vie tout court. Mais ça, on a un peu de mal à s'en rendre compte au début. Et donc, en fait, on a des symboles très forts qui apparaissent dans les rêves. Et moi, il m'est arrivé, par exemple, dans un rêve, de voir apparaître une figure mythologique, un cheval que je n'avais jamais vu, alors que je n'ai jamais lu, enfin jusque-là, en tous les cas, je n'avais jamais lu de mythologie. Il a fallu que je fasse des recherches pour savoir qu'est-ce que c'est que cet animal. Voilà. Donc c'est pour montrer que vraiment, on est en connexion avec des symboles, avec une histoire qui nous préforme. Voilà, ça c'est vraiment l'idée, c'est qu'on vient au monde dans un bain culturel, dans un bain de connaissances, et que c'est la vie qui va nous faire utiliser certaines énergies, mais tout est déjà dans ce bain préformé. Mmh. Euh, donc on voit bien qu'on n'est pas neutre. Déjà, quand je vous ai dit ça, vous voyez bien qu'on n'arrive pas neutre quoi, dans la vie. Mhm. Et, et donc, si on l'ignore totalement, on est dans une forme de toute-puissance. Et donc là, on prétend être un outil alors qu'on est un être humain. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment la notion d'outil qui me choque beaucoup dans nos pratiques. J'aime pas du tout cette notion-là parce qu'on n'est pas on n'est pas outillé. On est, on a des capacités auxquelles on accède plus ou moins facilement, que l'on développe plus ou moins selon les besoins que nous avons, personnels, professionnels, et donc on est en constante évolution. Donc tout ça, à un moment donné, il faut lui faire sa place. Et moi, je reste convaincue, en dehors d'un aspect purement pathologique, tout le monde est capable d'aller actionner le meilleur de lui-même. Mmh. Donc Donc, en quelque sorte, Rachel, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le médiateur, en fait, a cette charge quelque part, même on va pas parler de charge, mais mission, d'aller chercher justement ce qu'il y a de meilleur en chacun. de l'autoriser. Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il crée les conditions Mhm. pour que le meilleur puisse. Et pour ça, il faut être capable d'accueillir déjà la colère, parce que la colère, elle a du sens. La peur a du sens. Donc, si on n'est pas capable d'accueillir ce qui se présente de manière aussi évidente dans toutes les médiations, en fait, on passe à côté de ce qui se passe. Donc, on ne peut pas mettre en mouvement le meilleur des capacités des uns et des autres. On ne peut pas les exercer. Et à partir du moment où on l'exerce une fois, on a créé un précédent. Voilà. Donc, Mmh. ça marque profondément, hein. Moi, j'ai eu des gens qui étaient persuadés que la médiation n'arriverait pas au bout. Ils ont joué le jeu de l'entretien individuel, ils ont beaucoup aimé, ils ont adoré même. Et l'après-midi, c'était la réunion, mais ils sont venus, c'était plus les mêmes personnes. Ils rentrent en réunion plénière, ils ont l'impression ils ont remis les habits du matin, quoi. Moi, je leur avais fait poser le manteau sur le porte-manteau, mais quand quand ils arrivent l'après-midi, ils sont à nouveau bien barricadés. Et puis moi, je les remets en action, en utilisant les mots qu'on a plus ou moins déjà, évoqués. Et donc ils commencent à s'ouvrir et là, ils arrivent à quelque chose qu'ils n'avaient même pas imaginé. Alors il y a juste que, heu souvent, ça se fait de manière tellement naturelle qu'à la fin de la médiation, ils se demandent à quoi j'ai servi. Mais bon, ça c'est la frustration du médiateur que à J'ai déjà entendu ça aussi, ouais. hein? Bah, Bon, j'ai déjà entendu ça aussi, mais là, voilà. bah, spontanément, je dis que, bah, pourquoi vous avez pas fait sans moi? Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est pas grave. L'écho du médiateur, voilà. Oui, oui, c'est ça. Mais ça fait partie vraiment, enfin, chaque médiateur a été confronté à ça, c'est de se dire: «Mais jamais» mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mmh. Ce qui est important, c'est d'avoir permis de mettre les gens dans les meilleures conditions pour justement qu'ils, se rendent compte qu'ils sont capables. Ils sont absolument capables. Mais justement, tu parles aussi de synchronicité. Oui. Est-ce que c'est un peu ça aussi? C'est Alors, la synchronicité, heu, alors c'est vraiment un événement qui est vu, par c'est pas un événement objectif, c'est un enchaînement d'événements et du point de vue de la personne, ça prend du sens. Vous
Ouais. Mmh Vous mh. voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au départ, la personne, elle traverse une situation qui est compliquée. Elle est en passe de trouver des solutions, mais elle les a pas encore, complètement identifiées ou n'est pas encore complètement convaincue et un enchaînement d'événements vient valider les choix Mmh. et donc là, il y a quelque chose qui on a l'impression que le monde entier conspire pour que ça s'arrange. Voilà. Donc vraiment, et ça, c'est quand, les synchronicités sont positives. Les synchronicités négatives existent aussi comme des avertissements qu'on ne peut ne pas voir. Donc ça, vous voyez, le point de vue de la personne est toujours important. Donc c'est vraiment à distinguer parce que ça dépend de l'état psychique de la personne qui regarde les événements. C'est l'enchaînement d'événements qui parle uniquement à la personne. Vous Mmh. voyez? Donc c'est le sens qu'on porte sur cet enchaînement d'événements. Heu et donc c'est très soutenant, en fait, quand on est en travail intérieur, de voir, que, les réponses qui sont en train de gé de pousser, dans le travail personnel, s'observent à l'extérieur. Voilà. Et donc tout n'est bien sûr que, regard, puisqu'on le Mmh mh. sait en médiation, tout n'est que point de vue et regard. Donc s il y a une vraie connaissance de soi à la racine d'une synchronicité, hein. Il faut être vraiment sensible, ouvert, à un rapport au sens très profond, voilà. Donc il y a une forme de maturité quand même, hein, dans l'accueil des synchronicités. Là, on Voilà. parle de l'individu, synchronicité vécue par l'individu? Oui, oui, Ou OK. parce que les événements, si la personne n'est pas mûre, elle va pas voir le sens qui se cache. Mmh mh. Heu, vous voyez? Parce que vraiment l'enchaînement d'événements va prendre du sens parce que la personne est capable de porter ce regard. Mmh mh. C'est Voilà. quoi le rapport de cette synchronicité avec l'individuation? Alors l'individuation, c'est précisément, le l'objectif du travail, sur les rêves, par exemple. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience de nos attachements intérieurs, du bain amniotique dans lequel on est arrivé, hein, dans quelle culture et cetera et dans quelle mesure cette culture nous impacte. Je vous donne un exemple, c'est pas parce que, je suis née dans une famille qui pratique une religion, que moi je le vis bien, d'accord? Donc il y a une manière de vivre, Mmh. le bain, social et culturel dans lequel je suis et ensuite une manière de me construire par rapport à ça Mmh. et je le fais souvent en pensant, par exemple, j'ai mal vécu, les règles de ma famille, je me mets à l'opposé et je crois que j'ai gagné de la liberté en faisant ça. En réalité, heu, la règle familiale, c'est ce qu'on appelle la persona qui tisse les relations, c'est-à-dire le mode de vie. À quelle loi dans mon système familial j'évolue, dans quelle loi et à l'opposé, c'est Le l'ombre, masque. Ouais. c'est l'ombre. Voilà, c'est le masque, oui, tout à Ouais. fait et donc à l'opposé, c'est l'ombre et l'ombre, c'est quoi? C'est que depuis mon inconscient, il y a une énergie qui me pousse à sortir de ce système pour être moi-même. Donc en fait, quand je suis saisie par mon désir de m'affranchir des traditions familiales, je suis juste en chemin vers l'individuation. Je suis pas encore individuée. Simplement, je suis dans la première phase, c'est-à-dire que je vis une crise existentielle où j'ai besoin de m'affranchir de ce système pour commencer à dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin, en fait, de m'emparer de tout ce qui était interdit par ma famille? Qu'est-ce qui avait en moi qui avait besoin d'être vécu?» Voilà et c'est ça le chemin d'individuation, c'est qu'au bout du bout, heu on est d'abord en réaction pour, naître à soi-même. Voilà. Et ça, tu préconises quand même que tout médiateur, il ait fait un petit peu, ce travail, sur lui-même, donc ça veut dire qu'il fait une je sais pas, une thérapie ou? En fait, je pense que tout être humain est en chemin. Simplement, si on est accompagné, dans les moments où on vit mal, parce que
j'ai quand même rencontré un certain nombre de médiateurs qui n'ont pas toujours bien vécu leur expérience professionnelle, Mmh. hein, et qui, à un moment donné, telle médiation ou telle autre les a mis en difficulté. À ce moment-là, si on accepte, un suivi personnel, on va faire des pas de géant parce qu'on est aidé, voilà. Mmh. Mais ça demande de l'humilité parce que c'est pas un métier, je veux dire, ordinaire, la médiation. C'est vraiment une posture, qui quelquefois met en difficulté. C'est très difficile, d'accueillir, les peurs, d'accueillir la colère. Ça remet en question souvent la vision qu'on a de la vie, Mmh. hein. Mmh. On cherche un idéal de paix et cetera et on est confronté du matin au soir à la misère humaine. C'est très difficile à vivre. Donc je suis convaincue déjà qu'en supervision, les médiateurs ont besoin que la Mmh. supervision ne soit pas juste une boîte à outils, Mmh. mais plutôt vraiment un lieu où on dépose ce qu'on a traversé et on travaille. Et là, je trouve qu'une formation, effectivement, pour moi, en psychanalyse m'a aidée. Voilà. Mmh. Et c'est un accompagnement, je pense très pertinent, que d'accepter, de comprendre que, à telle occasion, j'ai été confrontée à cette difficulté qui, en fait, remonte à ma petite enfance, remonte, à, mon divorce, remonte, à mon licenciement, voilà. Parce que tout ça, ça se rejoue, hein, et tant Ouais, qu'on c'est intéressant ce que tu dis, Rachel, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi, un risque pour le médiateur de justement aller trop dans la psychologie? alors c'est pas il joue pas ce rôle pendant la médiation. Ouais. C'est très important justement de poser la limite des rôles. Voilà. C'est pour ça que je dis quand je reçois quelqu'un en tant qu'avocat, je suis avocat. S'il me donne la mission d'être avocat, je suis avocat. Si son besoin est de passer en médiation, je vais l'accompagner en médiation, mais je ne serai pas le médiateur. C'est très important de respecter le rôle qui est assigné, lors de la première, entrevue. Si on vient me voir pour analyser un rêve, je suis analyse de rêve. Voilà. Mmh. C'est pas voilà. C'est très important. Ce qui ne veut pas dire que mes connaissances en psychanalyse ne vont pas m'aider quand je vais être médiateur, par exemple, ou que je vais accompagner, en tant qu'avocat en médiation, une partie, hein. Bien sûr que c'est la qualité, d'écoute que j'ai développée par la psychanalyse est au service de je dirais de parce qu'elle est intégrée, en fait. C'est ma nature d'aujourd'hui et elle sera encore différente dans 10 ans. Hein, puisque, c'est un travail donc c'est ça qu'en médiation on offre, véritablement et c'est très important de respecter le rôle et de si quelqu'un moi ça m'est arrivé, hein, quelqu'un qui était en souffrance psychologique, je l'ai détecté parce que bien sûr, j'ai été formée à ça et je lui ai dit: «Ce serait bien que vous soyez suivi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà suivi? Qu'est-ce que ça» on en parle, ça fait Mmh. partie du sujet, vous voyez? On met pas de côté, parce que la personne, elle vient avec cette difficulté, donc il faut en tenir compte. Mmh. Et Avant quand aussi poser la limite, hein, Pascal, Exactement, tout à fait, mmh, toujours, toujours, c'est très, très, très important. mmh, mmh. Avant quand tu as parlé de cette personne qui du processus d'individuation, de la personne qui se cherche entre la Ouais. persona des règles de la famille et puis les ombres qui se manifestent, ça m'a fait penser à une autre partie du livre où tu parles de la rupture de l'homéostasie. Oui, Donc l'homéostasie étant l'équilibre actuel des relations. Quand c'est en rupture, bah, ça nous amène à des conflits. Donc est-ce que voilà. première question, ça voudrait dire que c'est ce processus d'individuation, quand justement c'est pas en phase avec la réalité en externe, c'est Ouais. ça qui amène les conflits? C'est l'origine des Disons conflits? qu'en fait, l'homéostasie vient traduire un équilibre, mais un équilibre à l'instant T. Mmh. Dans les relations, dans une famille, les rôles sont posés et on attend un certain nombre de choses du père, de la mère, des enfants, selon leurs âges. On ne va pas attendre la même chose d'un enfant de 3 ans et d'un enfant de 15 ans. Vous voyez? Donc ces équilibres-là évoluent avec le temps. En période de crise, on observe que cet équilibre-là est rompu et le système n'arrive plus à se réinventer. Là, je réutilise ce qu'on utilise en systémie.
Hein, c'est de chercher comment réinventer un système. On l'a connu en équilibre et il ne l'est plus. Donc c'est ça. Et effectivement, l'opposition persona et ombre, on peut tout à fait concevoir que la persona, c'était le mode de fonctionnement de départ qui faisait que tout roulait bien. Tout le monde pensait que tout roulait bien. Et en réalité, des besoins n'étant pas suffisamment accueillis par ce système, l'ombre va sortir et la crise va se manifester. Et effectivement, il y a une rupture de l'homéostasie, c'est-à-dire de la manière de fonctionner d'origine. Donc, c'est juste une question d'approche et de langage, mais on parle de la même chose. Voilà. Mais quand on utilise la terminologie, je dirais, psychanalytique, on comprend que les racines sont très puissantes parce que tout ça, c'est inconscient. L'être humain aime fonctionner confortablement dans un système sécurisant. Ça, on le comprend tous, parce qu'on a des besoins de sécurité, des besoins de relations sécures. Si on a toujours peur d'ouvrir la porte de sa chambre le matin quand on sort dans sa famille, parce qu'on ne sait pas comment on va être accueilli au petit déjeuner, on peut comprendre que voilà, des mécanismes de défense se mettent en place. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont naturelles. Et en tenir compte et l'accueillir, je pense que c'est le rôle d'un médiateur. Voilà. Et qu'il ne l'accueille pas de la même manière quand il sort de la fac et quand il a 20 ans d'expérience, c'est normal aussi. Voilà. Donc ça, c'est les besoins relationnels dont tu parles, hein? Oui, 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 oui. Il y en a plusieurs de mémoire. Oui, ils sont à envisager vraiment comme quelque chose qui évolue. Hein. On a vraiment, une fois qu'on a la sécurité, on a vraiment le besoin de reconnaissance, l'expérience partagée par une figure de référence. Vous voyez, il y a tout ça, c'est jusqu'à la possibilité d'exprimer son amour sans être catalogué dans je ne sais quelle case. Mhm. Et puis, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les trois phénomènes dont tu parles, qui sont transfert, projection et défense, parce que je crois que ça nous concerne beaucoup en tant que médiateur. Je pense soit, et je suis pas sûr en fait où est-ce que ça nous intéresse plus, est-ce que c'est entre les deux parties et nous on doit détecter puis agir avec, ou bien ça nous concerne nous en tant que médiateur et Alors, médiatrice. ça dépend de quoi on parle. En fait, ce sont des mécanismes inconscients, tous. Donc savoir que ça existe, c'est important. Je vous donne l'exemple du transfert. Le transfert, c'est vraiment le rôle dont on est habillé par la personne ou dont on habille l'autre. Hein. Quand je vais voir un avocat, je lui donne un rôle. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on a affaire si on veut évoluer de manière sécure dans la relation. Ça pose les limites et ça pose le cadre. D'accord? Donc le transfert est un phénomène naturel. La seule chose, c'est que quand il est clairement identifié, c'est pas un problème. Mais quand, par exemple, je vous donne un exemple, la personne, elle rentre dans le cabinet, elle me dit: «Oh là là, vous avez les mêmes cheveux que ma mère». Bon, ben voilà, tout est dit. Mhm. Il y aura du maman partout. Voilà. Et là, on est à un niveau très profond, inconscient, et il faut que j'en sois consciente parce que la personne va involontairement me traiter comme si j'étais sa mère. Alors si elle a eu des bonnes relations, ça peut être confortable pour le médiateur, bien que très piégeux, parce qu'on n'est quand même pas dans la place du médiateur. Et si il avait une mauvaise relation, je vais vite me rendre compte. Voilà. Donc on voit bien que ce sont des phénomènes très forts. Alors vraiment le transfert, c'est qu'est-ce que je reporte en père-mère? C'est le couple père-mère essentiellement. La projection, ça va être mon affect, mon état affectif. C'est-à-dire que je vais voir chez un tel de la colère, de la jalousie, alors qu'en réalité, ça vient parler de ma propre colère ou de ma propre jalousie. Mais je l'ignore totalement. Et si, Mhm. comme ça, je vous prends de front et je vous dis: mais tu serais pas un peu en colère là? Ou tu serais pas un peu jalouse?» Je vais dire: «Mais enfin, pas du tout».
C'est parce que c'est totalement inconscient. C'est-à-dire que je sais pas de quoi on me parle quand on parle. Voilà. Donc la projection, c'est vraiment ce que je projette à l'extérieur, que ma psyché projette à l'extérieur. C'est pas moi, c'est ma psyché qui le projette à l'extérieur pour que j'en prenne conscience. D'accord? Mais si je suis pas prête à en prendre conscience, je vais passer à côté très, très longtemps. Voilà. Donc ce sont des phénomènes, si on sait pas que ça existe, il s'agit pas de les identifier en médiation, on n'a pas le temps. On n'est pas dans Ouais, en plus, on est dans une sphère, je veux dire, on n'est pas dans la vie des gens, c'est pas la vie réelle, la médiation, c'est un temps dans la vie des gens, c'est pas donc on peut pas prendre conscience véritablement. Mais en tant que médiateur, si je sais que ma psyché, elle fonctionne comme ça, je serai un petit peu plus vigilante, au moins dans ma pratique. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, ça m'a fait gagner en indulgence, en fait. De savoir qu'on était, on fonctionne beaucoup, et quotidiennement au travers de phénomènes inconscients. Mais ça m'a fait grandir, en fait. C'est que quelqu'un qui n'est pas conscient d'un phénomène psychique, personnel, bah, il va pouvoir rester longtemps dans un certain nombre de mécanismes. Voilà, et c'est la rencontre avec cet autre, dans la relation, qui à un moment donné va peut-être lui permettre, d'ouvrir les yeux. Mais encore faut-il qu'elle en ait envie. Si Donc tu dois retracer un petit peu le rôle du médiateur, comment tu le résumerais? Toi, avec ton expérience et ce pour travail? moi, c'est de cultiver vraiment un accueil de qualité qui respecte véritablement la personne dans tous ses états. Mmh. Voilà. Quand elle peut pas contrôler, elle peut pas contrôler. Voilà, et je vais pas, la juger pour ça. En revanche, je vais lui expliquer que c'est contre-productif, que ça la dessert et que donc il y a un travail à faire. Voilà. Je vais l'amener sur un chemin qu'elle n'aurait peut-être pas choisi, si j'avais pas porté ce regard. Je dirais bienveillant, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec, de très bonne foi, qui tiennent des positions inacceptables. Par l'autre, hein, j'entends pas par moi, par l'autre. Absolument inacceptable et qui se disent: «Mais enfin, à un moment donné, ça vient c'est tellement extraordinaire ce que mon positionnement que ça elle va finir par comprendre l'autre». Non, hein. Il y a cette, incapacité d'écoute, et le médiateur, si lui-même n'a pas cultivé en profondeur l'écoute, il va pas être capable de l'insuffler quelque part par son propre, positionnement. Moi, je crois beaucoup à la congruence, c'est-à-dire que si moi je suis capable d'accueillir, l'autre va se dire, «Mais comment elle fait? Il y a un truc là». Voilà. À un moment donné, ça va inspirer. J'y serai pas pour grand chose en fait, mais par contre j'aurais tenu mon axe. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est d'ailleurs beaucoup pour ça que je finis, ce livre par un conte, taoïste, Ouais. qui rappelle que tout est là en fait. Tout est dans cet axe. Ouais. Mmh. Mais que c'est, le travail d'une vie. Voilà, qu'on n'est pas, médiateur bébé, médiateur expérimenté ou vieux médiateur. On fait pas le même métier, selon l'expérience qu'on a accumulée, tout simplement, et le travail personnel qu'on a accepté d'entreprendre. Voilà. Mmh. En tout Oui, cas, alors ouais, ouais, c'est ce c'est concours, en fait, nous invite vraiment à, prendre, justement cette part de responsabilité, de nous dire: «Il faut travailler sur soi, déjà, dans un premier temps, avant toute chose». Oui, oui, mmh. et il faut pas le voir comme un échec. Bien au contraire, c'est faut beaucoup de courage, en fait, pour entamer, ce travail. C'est pour ça que, moi, j'ai observé que souvent, malheureusement, c'est dans un temps de crise qu'on se sent obligé, parce que là, on se sent tellement vulnérable qu'on va le faire, on va l'entamer, mais en réalité, on n'est pas obligé d'attendre, d'avoir pris un mur, pour aller voir le médecin et comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas évité le mur. Voilà. Donc il y a vraiment, voilà, cultiver l'humilité, et ça s'apprend. Ça vient pas surtout dans notre société où, on cultive, il faut travailler, la notion de l'effort, il faut réussir, de telle manière et pas d'une autre manière. Enfin, on est quand même dans un carcan, très serré, et on n'est quand même pas tous faits pour ça.
pour s'épanouir, c'est pas le cadre idéal. Voilà. Et justement, ton livre permet de prendre un peu de recul. Moi, j'ai trouvé très agréable à lire. Et puis, oui, justement, tu as ce conte taoïste, tu as aussi c'est des poésies, je crois, on dirait, hein, de Oui. ta part, de toi-même. Oui. Donc, j'ai trouvé très, très riche. Et voilà, je crois que pour approfondir tout ce qu'on a discuté, on peut le trouver où Alors maintenant, il est disponible en version papier à la Fnac, dans les librairies, dans beaucoup de voilà en ligne, voilà. Oui, oui, on peut l'acquérir partout. Il faut le commander par contre parce que c'est pas un best-seller, hein, il sera pas sur la table à l'entrée de la librairie. Pas encore, pas encore. Oui, ça va venir. Hein. Voilà. Et il existe aussi en version audio, j'ai vu. Et la première version, ça a été une version audio. Tout à fait. En septembre, j'ai sorti d'abord la version audio, qui est une expérience absolument incroyable. Parce que c'est moi qui ai donc lu certains passages et l'intelligence artificielle qui a lu tout le livre en reprenant mes intonations. Alors c'est rigolo parce que c'est des intonations qui se répètent de manière cyclique. Il y a une partie où je parle en espagnol, mais là j'aurais dû en fait l'enregistrer, cette partie-là. Et alors, l'espagnol prononcé à la française, c'est une catastrophe. Mais ça m'a beaucoup fait rire, alors je l'ai gardé. Voilà. C'est Mais l'expérience c'était vraiment... technologique aussi. Ouais, mais vraiment l'idée, c'était de permettre voilà, à tout le monde de pouvoir un peu s'imprégner voilà, du message qui est d'écouter. Voilà. Donc, si je fais pas de l'audio alors que je veux cultiver l'écoute, Ouais, et puis ça s'y prête bien. C'est pour ça que j'ai relevé qu'il était en audio aussi, parce que j'ai écouté et je trouve que ça s'y prête bien. Voilà. Ouais. bon, alors j'ai fait un beau faux, ça, c'est bien. Bah, merci beaucoup, Rachel. Merci à tous les deux. J'étais vraiment ravie de pouvoir évoquer ce travail, 10 ans de travail complet, condensé. Et puis, je suis contente que vous ayez été sensible à mon message. Voilà. Bon, je voulais vous dire bravo parce que moi, je vous suis depuis un certain nombre d'années. Et j'aimais beaucoup vos échanges. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Merci, Rachel, c'est très gentil. Ciao. À bientôt, hein, merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.